Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson. Après cette longue absence, j'ai pensé que c'était le moment idéal pour faire revenir notre invité préféré, Stu Kedwell, co-responsable des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs, pour ce qu'on appelle affectueusement les mardis de Stu. Avant cette émission, les mardis nous semblaient bien fades, alors nous en avons fait les mardis de Stu et clairement ça marche. Presque autant que quand ma mère a instauré le repas de l'Action de grâce après ma naissance. Oui, très gentil. C'est la veille du Hump Day, le mercredi, ou le milieu de la semaine. Ça veut peut-être dire quelque chose. Le milieu de la semaine. Ouais, je ne sais pas si nous avons quelqu'un dans notre entreprise dont le nom de famille est Hump ou qui rime avec Hump. On va faire nos recherches. Mais vous avez l'air de bonne humeur et je sais que pourtant c'est un jour triste pour vous. Quelqu'un que vous estimez beaucoup vient d'annoncer sa retraite à l'âge de 94 ou 95 ans, je ne sais plus exactement. Je veux parler de Warren Buffett. Nous pouvons tous apprendre de lui. Et pour ceux qui écoutent régulièrement notre émission, vous avez souvent cité Warren Buffett et donné des exemples de ce qu'il fait en tant que gestionnaire d'investissement et qui a inspiré ou influencé de nombreux gestionnaires d'investissement professionnels. Et j'aimerais connaître vos impressions. D'après ce que je sais, il vous reste au moins 50 ans de carrière dans la gestion des investissements. Quels sont vos commentaires sur la retraite de M. Buffett? Eh bien, voyez comme je tiens mon téléphone comme une boule de neige dans l'almanach du pauvre Charlie. Oui, bien sûr, je suis un vrai fan. Qui ne l'est pas? Beaucoup de choses ont été dites. Lorsque je rencontre un jeune qui veut entrer dans le métier, les deux choses que je lui suggère sont de lire ses lettres annuelles. C'est de l'or en barre, comme on dit. L'autre chose, je dirais de lire peut-être le Wall Street Journal et le Financial Times. Mais bon, à tout prendre, je choisirais les lettres de Warren Buffett. Qu'il s'agisse de la manière dont fonctionne l'échange d'actions, qu'il s'agisse d'éléments financiers assez compliqués ou, comme je l'ai dit, de pure psychologie comportementale, tout est là, à mon avis. Il est le véritable maître. Je lui tire mon chapeau comme tout le monde. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses seront dites encore, mais il a été un merveilleux investisseur et un éducateur pour les masses, moi y compris. Oui, les lettres aux investisseurs sont déterminantes. Je pense que tout le monde pourrait les lire et en tirer beaucoup. Et si vous n'êtes pas trop intéressé par les éléments techniques de l'investissement, mais si vous faites preuve de sagesse et de patience, ce qui est l'un des sujets dont nous parlons constamment sur ce plateau, ne pas se laisser influencer par les émotions, ne pas suivre le troupeau, toutes ces choses qui ressortent de ses écrits et de ses paroles sont des éléments qui m'ont aidé personnellement et professionnellement en tant qu'investisseur. Et je sais qu'elles influencent les gens qui le font au jour le jour, comme vous. Oui, c'est tout à fait exact. Tout le monde a sa petite anecdote. La mienne est celle de la gestion des capitaux à long terme. Nous parlions du marché obligataire il y a quelques semaines et je relatais la situation de la gestion des capitaux à long terme au moment où j'ai commencé à travailler dans ce secteur en 1998. Il y avait quelques grands fonds spéculatifs, des fonds de gestion de capital à long terme qui étaient très endettés et qui achetaient des bons du Trésor et les finançaient avec des bons à court terme. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est comme essayer de prendre l'écart entre deux obligations et ils utilisaient un fort effet de levier, presque 100 fois. Quoi qu'il en soit, ce portefeuille a connu des difficultés, on s'est demandé quoi faire et Warren a dit « Je vais tout prendre et vous irez dans le monde entier pour dire aux gens qu'ils sont entre de bonnes mains. » Bien sûr, si cela avait été le cas, l'écart se serait immédiatement effondré parce que le problème n'était pas la sécurité des actifs, mais l'ampleur de l'effet de levier.
Et dès que l'on aurait su qu'il n'y avait plus d'intérêt à s'opposer à cette transaction, les écarts se seraient effondrés pour revenir à leur moyenne à long terme. Et il aurait gagné beaucoup d'argent si cela s'était produit. Je pense que c'est là toute la beauté de ces enseignements, la façon dont une entreprise se développe au fil du temps, mais aussi les subtilités du marché, l'évaluation des chances. Mais le fait d'avoir des mains sûres est une merveilleuse façon d'envisager l'investissement. Oui, ma préférée, quand la marée descend, on découvre qui ne porte pas de maillot de bain. Beaucoup de sagesse en effet. J'ai fait une vidéo hier pour quelques conseillers et je parlais du taux de rendement que CNBC a partagé. Le rendement sur 60 ans est de 5,5 millions de pourcentage. Bon, d'accord, c'est un peu moins que vous, mais je ne devrais pas dire ça, c'est une blague. Mais les 5,5 millions de pourcentage sur 60 ans, tout de même, faisons le calcul, juste en dessous de 20% de taux de rendement annuel composé. Pour les actions, on en a souvent parlé à cette émission, 8 à 9% de pourcentage multiplié par 2 sur 60 ans, c'est tout simplement phénoménal. Oui, comme vous dites. Très bien. Alors, passons à des choses moins tristes et revenons à nos considérations habituelles. En passant, Stu a recommandé les lettres de Warren Buffett, le Wall Street Journal, le Financial Times et, pourquoi pas, notre balado à télécharger. Nous aimerions que vous vous abonniez. Nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez nous y suivre. Comme je le dis toujours, plus de gens préfèrent nous écouter que nous regarder. Mais donnez-nous une bonne note. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Nous allons parler d'un tas de choses aujourd'hui parce que nous n'avons pas été à l'antenne depuis 2 semaines. Mais c'est tout. Nous regardons les actions aux États-Unis qui ont baissé d'un peu plus de 20%. Au Canada, c'était 17%. Nous avons assisté à un rebond assez important depuis ces bas niveaux, mais la volatilité demeure importante. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement? Est-ce toujours ce que vous dites depuis le début ou voyez-vous quelque chose de différent après avoir suivi les marchés ces 2 dernières semaines? Ouais, pour commencer, nous avons notre économiste qui établit un graphique de l'incertitude tarifaire. Et elle a atteint son maximum en même temps que le marché était au plus bas. Il est parfois utile de se demander ce que l'on sait avec certitude, et dans le cas présent, nous avons probablement atteint le pic d'incertitude sur la question des tarifs douaniers. La deuxième chose dont on peut être sûr, c'est que le sentiment et certains indicateurs techniques étaient vraiment favorables aux investisseurs à long terme lorsque les prix étaient bas. Cette situation s'est quelque peu normalisée au fur et à mesure que nous remontons vers le sommet. Il faut ensuite se demander ce que l'on a du mal à dire avec autant d'assurance. Je pense qu'il y a 2 aspects qui laissent les actions un peu dans un no man's land pour l'investisseur à court terme. Le premier est l'estimation des bénéfices. Les bénéfices du premier trimestre étaient assez bons, mais ils ne reflétaient pas vraiment le changement de confiance ou le potentiel des droits de douane. La révision des estimations a donc été revue à la baisse. Deuxièmement, la valorisation du marché boursier, après le grand rebond, est revenue à un niveau qui n'est pas cher, mais qui n'est pas bon marché non plus. Nous payons une valorisation plus importante pour des estimations dans lesquelles nous n'avons pas autant confiance. Et normalement, pour passer ce cap, il faut ou bien l'un ou bien l'autre. Soit vous avez une grande confiance dans les estimations, soit vous voulez une valorisation plus basse. C'est pourquoi je pense qu'à court terme, c'est un peu un no man's land. Je pense qu'au positif, les gens sont peut-être pleins d'espoir, certainement encore possible, cette croyance que ce qui se passe a été en grande partie le résultat d'un certain ensemble de mesures
prises par le gouvernement Trump et que l'administration pourrait défaire certaines de ces choses. Dans ce cas, reviendrions-nous à la situation antérieure? La seule chose qui compense là, c'est que la confiance est faible dans de nombreuses enquêtes et plus elle reste faible, plus cela affecte les comportements. C'est le genre de choses sur lesquelles nous travaillons. Sur les marchés, nous nous trouvons dans une situation où les placements échelonnés sont encore tout à fait appropriés, tout à fait efficaces, mais certains des aspects techniques qui se sont présentés il y a 6 ou 8 semaines et qui étaient très attrayants sont maintenant à surveiller. Nous pouvons examiner la situation et rechercher les éléments positifs. Les points positifs seraient les valeurs financières qui ont été en grande partie assez fortes. Cela pourrait signifier que oui, il y aura des pertes de crédit, mais que la courbe de rendement aura une pente plus positive pendant un certain temps. Ainsi, même en cas de perte de crédit, les bénéfices peuvent être plus élevés. Les hyperscalers, les fournisseurs des grands centres de données et de toute cette capacité, n'ont pas été mauvais, mais certains fournisseurs de centres de données ne se sont pas vraiment réengagés de la même manière, ou certains semi-conducteurs et entreprises cycliques n'ont pas, à ce stade en tout cas, été disposés à regarder au-delà de la courbe. Alors, quoi, il y a des avantages et il y a bien sûr des inconvénients. Lorsque vous discutez avec les entreprises, comment les voyez-vous réagir? Il y a quelques semaines, nous avons constitué un article sur la manière dont une équipe de direction forte gère ce genre de situation par rapport à une équipe moins expérimentée ou qui ne prend pas les décisions aussi rapidement et aussi fermement qu'elle le devrait. Qu'est-ce que vous constatez dans l'ensemble des entreprises en ce qui concerne les mesures prises par les dirigeants en réaction à ce va-et-vient sur les droits de douane? Les entreprises élaborent de nombreux scénarios, tout comme les investisseurs d'ailleurs, et les meilleurs font preuve de beaucoup d'imagination. Elles sont confrontées à deux problèmes. La première consiste à maximiser les actifs dont elles disposent. C'est un peu plus simple. Si une source de revenus semble changer, on modifie la trajectoire de ces revenus pour les orienter vers une autre source. C'est une chose qui va de soi. Ce qui paralyse presque toutes les équipes de gestion, c'est de savoir où investir de nouveaux capitaux. Si vous étiez un importateur, avez-vous utilisé votre ligne de crédit pour avancer vos importations avant l'entrée en vigueur des droits de douane? Sans doute. Il s'agit d'une bonne décision commerciale qui permet d'acheminer ces produits dans vos entrepôts à un prix plus avantageux que celui que vous auriez payé plus tard. Mais pour ce qui est de savoir où je vais agrandir mon usine ou si je vais agrandir tout court, ces décisions sont encore en attente de résultats. C'est vraiment au point mort. J'ai discuté avec un PDG qui m'a dit que c'était une chose que le marché boursier baisse de 10 ou 12% en quelques jours et que 2 semaines plus tard, il est revenu à son point de départ. Cela ne correspond pas du tout à la façon dont les capitaux sont utilisés dans le monde réel. On en revient donc à la question de confiance, au final. Et plus les enquêtes sur la confiance se maintiennent à des niveaux bas, plus on peut craindre un effet permanent. Oui, nous en avons parlé à Éric Lasselle vendredi lors de notre dernière émission. Cette notion-là, elle date de la fin du mois de janvier. Nous avons eu un mois d'incertitude, puis 2 mois et 3 mois. Nous en sommes maintenant à 3 mois et demi. Nous ne savons toujours pas si nous arrivons à la fin. Peut-être, comme vous le suggérez, que le pic d'incertitude est passé, mais cela n'enlève rien au fait que si je dirige une entreprise, je ne sais vraiment pas. Je suis peut-être un peu plus confiant aujourd'hui qu'avant, mais je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler.
Il est très difficile de prendre des décisions importantes. Vous passez de 3 mois à 6 mois, puis à 9 mois, et à un moment donné, cela se répercute sur l'économie, sur les bénéfices, et c'est ce que l'on prévoit de toute façon. Mais plus la situation s'éternise, plus il est possible qu'elle laisse des traces. Oui, je pense que c'est vrai. Et puis, pour les entreprises canadiennes, il semble que le gouvernement va prendre des mesures proactives pour stimuler l'économie et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans la mesure où ils peuvent obtenir des éclaircissements sur un investissement non commercial, ce serait positif. Et il est toujours possible d'examiner la dérivée seconde. Nous en avons beaucoup parlé. Le dollar canadien était à 1,48 à son pire moment. Il est aujourd'hui à 1,37. Les droits de douane ne seront probablement pas aussi néfastes pour le Canada que les 25% annoncés. Les nouvelles politiques gouvernementales s'annoncent positives pour l'économie. Il y a des éléments positifs, mais je ne pense pas que la liste soit encore assez longue pour que les entreprises soient prêtes à investir de manière significative derrière ces éléments. Il faut encore un peu plus de clarté. En outre, lorsque nous parlons de valorisation, nous parlons souvent du S&P 500, mais si nous revenons au Canada ou si nous regardons en Europe ou dans d'autres parties du monde, les valorisations ne sont pas aussi élevées que dans certaines parties du marché américain. C'est donc à la baisse que nous voyons les choses, et peut-être que ce n'est pas aussi précis que je le dis, mais le S&P 500 a baissé de 21%, le TSX de 17%, du plus haut au plus bas, à la suite de l'annonce des droits de douane. Il s'agit donc en partie d'une valorisation et d'une concentration de valorisation élevée dans une partie particulière du marché américain, ce qui n'est pas le cas sur le marché canadien. Oui, c'est vrai. Je pense qu'au plus bas, nous avons analysé les valorisations de chaque secteur du TSX et pas seulement du marché dans son ensemble, et chaque secteur était en dessous de sa valorisation moyenne sur 10 ans. Pour en revenir à la question des bénéfices et de la valorisation, comme le fameux tabouret à 2 pieds, si chaque composante de la valorisation est inférieure à la moyenne, alors je suis compensé pour une certaine forme d'inquiétude concernant les bénéfices. C'est certainement un peu mieux. On peut le constater dans le monde entier, en dehors de l'indice S&P. Sur la plupart des marchés mondiaux, la valorisation n'est pas trop mauvaise. Nous avons fait une émission à Londres, il n'y a pas longtemps, juste après le jour de la libération, et nous avons parlé des mouvements de devises, et cela a été un peu un coup de semonce. Cette tendance s'est poursuivie. La semaine dernière, nous avons vu certaines monnaies asiatiques se renforcer de façon inattendue. Lorsque vous possédez un actif et que la devise dans laquelle vous le détenez se déprécie par rapport à la vôtre, cela ajoute une certaine tension à la détention de cet actif. Nous avons vu beaucoup de flux de capitaux et nous n'en sommes qu'au premier jour de ce mouvement vers les marchés non américains. Oui, et c'est difficile. J'écoutais un commentateur ce matin en me rendant au bureau. En ce qui concerne les États-Unis, et pour remettre le dentifrice dans le tube, une grande partie des capitaux mondiaux affluaient aux États-Unis en raison de la vigueur des marchés américains, de l'économie américaine, du dollar américain. Et maintenant, tout d'un coup, vous avez débloqué une partie de ces capitaux. Je suis moins sûr des marchés américains, de l'économie américaine, du dollar américain, et tout d'un coup, les capitaux cherchent un autre endroit où aller. Une fois que cela commence et que l'on se dit qu'il y a de bonnes affaires à faire au Canada, en Europe et en Asie. Non, 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 revenez, nous sommes toujours les mêmes États-Unis que vous pensiez que nous étions. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous avez brisé cette illusion et c'est quelque chose dont nous avons parlé sur ce plateau au cours des 2 dernières années, lorsque les États-Unis n'ont cessé d'augmenter et que tout le reste augmentait également, mais jamais aussi vite.
À un moment donné, cela doit changer parce qu'il y a des opportunités partout et l'un des avantages d'être un investisseur en 2025, c'est que vous pouvez prendre votre argent et l'investir où vous voulez. Vous n'êtes pas coincé au Canada, vous n'êtes pas coincé aux États-Unis, vous pouvez aller n'importe où, vous trouvez la meilleure opportunité. C'est ce que vous faites pour gagner votre vie et c'est ce que tout investisseur peut faire. Il fallait donc qu'il y ait quelque chose qui se passe pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et il se pourrait bien que ce soit les droits de douane. Et maintenant, nous voyons tout cela se débloquer. C'est intéressant à observer. Oui, sans doute. Il y a toujours un aspect dynamique à cela. L'autre jour, en ramenant ma fille à la maison, je voyais un magasin où il y avait une longue queue, tout le long de la rue, en fait. J'ai eu envie d'arrêter. Il doit bien se passer quelque chose d'intéressant. Pourquoi tout le monde fait la queue? Lorsque nous obtenons ces mouvements d'élan, nous devons réfléchir aux fondamentaux qui sont en train de se produire derrière. Mais parfois, l'une des choses que nous aimons dire, c'est que les opinions sur les prix ont souvent autant d'importance que les prix eux-mêmes. Parfois, dans un environnement trouble, de nouvelles choses émergent. Et pour ce qui est de notre discussion d'aujourd'hui, les changements de devises ont certainement été plus importants que le marché des actions ou le marché obligataire d'ailleurs au cours du mois dernier. Tout cela nous aura permis de nous enrichir de 10% si jamais nous traversons à nouveau la frontière. Quoi qu'il en soit, passons à un élément que nous avons vu s'affaiblir au cours des derniers mois, à savoir le prix du pétrole. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais le baril était bien en dessous de 60 $. Je pense que nous sommes descendus aux alentours de 55 $ dans la nuit de lundi à mardi. Nous étions pourtant dans une fourchette assez bien établie de 70 à 85 $ le baril pendant un certain temps, et il est certain que le prix a été plus élevé au sortir de la COVID. C'est une surprise, même si on a beaucoup parlé de la volonté de l'administration américaine de faire baisser le prix du pétrole. C'est certainement une préoccupation pour les producteurs américains, nous le constatons déjà, mais qu'en est-il au Canada? Nous produisons beaucoup de pétrole ici et c'est une part importante de notre marché. Quelle est la différence entre un producteur canadien et un producteur américain? La grande différence, c'est que la production à partir des sables bitumineux s'apparente davantage à une activité manufacturière qu'à une activité énergétique conventionnelle. Pour des raisons financières, la durée de vie des réserves est illimitée. Ainsi, le prix que vous obtenez pour votre brut, tant qu'il couvre vos coûts de trésorerie, ce qui est largement le cas en ce moment, vous laisse de l'argent pour payer vos dividendes et toutes sortes d'autres choses, et vous n'avez pas à vous soucier de réinvestir cet argent parce que la durée de vie de vos réserves ne diminue pas. Par contre, si vous êtes aux États-Unis, que vous forez un puits dont la durée de vie est de 3 ou 4 ans, le prix que vous obtenez pour le brut pendant ces 4 années est très important car il détermine totalement votre capacité à poursuivre le forage, à recommencer. En tout cas, c'est la grande différence entre les producteurs de brut canadiens et ceux du reste du monde. Nous ne sommes pas tout à fait à l'extrême, mais il faut parler des produits de base lorsqu'ils sont à l'extrême, car la solution au prix élevé, ce sont les prix élevés, et la solution au prix bas, ce sont les prix bas. L'OPEP a commencé par s'inquiéter du fait que certains producteurs ajoutaient peut-être un peu plus à l'offre qu'ils n'étaient censés le faire. Et il y a là un aspect disciplinaire qui a commencé à provoquer un mouvement de baisse des prix. Mais lorsque les prix baissent, deux choses se produisent. Tout d'abord, l'offre finit par réagir. Lorsque le prix du pétrole est inférieur à 60 $, le coût marginal d'un nouveau puits n'est plus vraiment rentable. Et lorsque le prix du pétrole passe à 50 ou moins, il ne couvre plus vraiment les coûts de certains puits existants. Cela entraînera donc une réaction de l'offre. L'autre chose qui se produit, c'est que lorsque le pétrole baisse, la demande augmente un peu. C'est une source d'inquiétude car l'économie mondiale pourrait s'essouffler un peu compte tenu de tout ce qui se passe. Donc, si vous faites baisser le prix du pétrole brut, vous accélérez ce phénomène. Les gens vont conduire davantage. Alors, sur certains marchés, lorsqu'on reçoit un signal de prix négatif, il faut y penser.
Mais lorsqu'il s'agit de matières premières, les prix négatifs sont souvent la solution en soi. Oui, c'est vrai. Il reste à voir jusqu'où le prix descendra, et il est pratiquement impossible de le prévoir, mais c'est une dynamique intéressante quand on voit le prix du pétrole baisser autant. Et puis aux États-Unis, une grande partie de cette production est à un coût plus élevé, ou du moins la production marginale, la production supplémentaire. Cela pourrait donc être de bon augure pour le Canada si les prix baissent et que l'offre doit se tarir. Cette réduction ne sera probablement pas aussi importante au Canada que dans d'autres régions du monde. Non, je ne m'attends pas à de telles baisses au Canada. Tout à fait. Alors, Stu, c'est toujours intéressant. Je ne vais pas surprendre quiconque parmi nos auditeurs habituels si je reviens encore à ces conditions ou à un environnement où l'on peut utiliser la stratégie que vous aimez beaucoup, les fameux placements échelonnés. Si vous êtes confronté à l'incertitude et qu'il y a un risque de déception concernant les bénéfices ou l'économie, ce qui crée une petite poche à la baisse sur les marchés, les placements échelonnés continuent d'être un excellent moyen de naviguer sur ce type de marché. En particulier pour les personnes qui accumulent encore des actifs et qui continuent à travailler et à gagner leur vie en recevant un salaire toutes les 2 semaines, il suffit de prendre un peu de cet argent toutes les 2 semaines et de l'investir dans la stratégie d'investissement que vous avez mise en place. Et le marché actuel s'inscrit dans cette stratégie. Oui, l'une des choses que ma mère, même si elle a traversé toute une série d'épreuves, a vraiment retenu, c'est de s'habiller en fonction du temps qu'il fait. Elle aime beaucoup en parler, et cela me rappelle un commentaire. Vous négociez le marché que vous avez et pas le marché que vous voulez. Et dans le contexte actuel, les placements échelonnés se prêtent parfaitement à l'environnement qui nous entoure. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, la situation est un peu nuageuse à court terme. Les placements échelonnés permettent généralement de naviguer sans encombre à long terme, comme c'est toujours le cas. Le temps que les choses s'éclaircissent, vous êtes dedans et c'est parti. C'est l'une des raisons pour lesquelles les placements échelonnés sont si efficaces. Et au-delà de cela, l'investissement régulier. Revenons à notre vieil ami le barbier fortuné avec qui nous avions travaillé il y a des années, David Chilton, c'est son nom, et cette idée de se payer en premier. C'est ce que j'ai fait dès la première fois que je l'ai rencontré, c'est-à-dire au tout début de ma carrière, et c'est ce que j'ai fait depuis. Cette sagesse est vraiment valable. Je ne pense pas que cela disparaisse de sitôt. Mes enfants le font déjà, et si vous nous écoutez, vous devriez le faire. Vos enfants devraient le faire, vos petits-enfants aussi. Et c'est quelque chose qui va de pair avec les placements échelonnés au fur et à mesure que vous obtenez de nouveaux montants forfaitaires que vous essayez de mettre en place. Stu, excellente discussion. C'est un plaisir d'être de retour. On se revoit la semaine prochaine. Très bien, merci Dave. L'enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.